nous est probablement tous arrivé de traverser une période durant laquelle une décision importante semblait ne jamais pouvoir se former. Nous réfléchissons, nous analysons les différentes possibilités qui s'offrent à nous, nous comparons leurs avantages, leurs inconvénients, leurs conséquences possibles. Nous imaginons différents scénarios, espérant qu'à force d'y voir plus clair, une évidence finira par apparaître. Et pourtant, malgré le temps qui passe, rien ne semble réellement se décider. Nous avons alors le sentiment d'être immobiles, comme si notre vie était suspendue dans l'attente d'un choix que nous ne parvenons pas à faire. Face à cette expérience, l'interprétation la plus spontanée consiste à penser que quelque chose nous manque. Peut-être davantage de courage, peut-être davantage de confiance, peut-être simplement la certitude de faire le bon choix. Nous en venons ainsi à considérer notre difficulté à décider comme une faiblesse personnelle. Nous pensons que si nous étions plus déterminés, plus lucides et plus sûrs de nous, la décision s'imposerait naturellement. Cette manière d'interpréter les choses est tout à fait compréhensible. Elle correspond d'ailleurs à la manière dont nous parlons habituellement de la décision. Cependant, cette approche repose sur une idée rarement remise en question. Nous supposons que décider consiste simplement à choisir entre plusieurs possibilités. Mais est-elle suffisante? Car lorsque nous observons plus attentivement ce qui se passe durant ces périodes d'hésitation, un fait mérite d'être souligné. Même lorsque nous avons le sentiment de ne pas avancer, notre vie, elle, ne s'interrompt pas. Pendant tout ce temps, quelque chose continue de se décider. Le temps continue de passer. Nos habitudes continuent de se renforcer. Certaines activités prennent davantage de place que d'autres. Des engagements se poursuivent pendant que d'autres s'effacent progressivement. En d'autres termes, alors même que nous avons l'impression de ne pas décider, quelque chose continue toujours d'organiser notre existence. Cette observation conduit à poser une question différente. Et si notre difficulté ne provenait pas uniquement de notre capacité à décider, et si elle révélait surtout que nous ne regardons pas la décision sous le bon angle, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, nous avons pris l'habitude de définir la décision comme un choix. Le fait de trancher après délibération une option définitive. Choisir une orientation plutôt qu'une autre, par exemple. Choisir un métier plutôt qu'une autre. Changer de ville, accepter une opportunité, mettre un terme à une relation, commencer un projet. Dans cette perspective, décider consiste essentiellement à sélectionner une possibilité parmi plusieurs. Cette définition n'est pas fausse, elle est simplement incomplète. En effet, elle réduit la décision à un instant précis, celui où un choix est formulé. Or, lorsqu'on observe la manière dont une trajectoire se construit au fil du temps, une question apparaît naturellement. Pourquoi certaines décisions semblent-elles transformer profondément une existence, tandis que d'autres, pourtant prises avec sincérité, s'effacent progressivement sans modifier durablement notre manière de vivre? Nous avons fait tous cette expérience. Nous avons parfois pris une décision avec conviction, persuadés qu'elle marquerait un tournant. Seulement quelques semaines ou quelques mois plus tard, nous découvrons que notre quotidien ressemble presque à celui d'avant. À l'inverse, certaines décisions paraissent discrètes lorsqu'elles sont prises. Rien ne semble changer immédiatement. Et pourtant,
Avec le temps, elle réorganise progressivement nos habitudes, nos engagements, nos priorités, jusqu'à transformer en profondeur la direction de notre vie. Dans le premier cas, ces décisions sont spectaculaires en général lorsqu'elles sont prises. Elles donnent le sentiment qu'une nouvelle vie va commencer. Toutefois, quelque temps plus tard, presque rien n'a changé. À l'inverse, dans le second cas, les décisions paraissent presque insignifiantes. Elles passent inaperçues et pourtant, avec le temps, elles réorganisent progressivement notre manière de vivre. La différence ne semble donc pas résider uniquement dans le fait d'avoir choisi, ni dans l'intensité avec laquelle nous décidons. Elle réside peut-être dans la manière dont ce choix s'inscrit progressivement dans l'organisation de notre existence, dans la nature même de ce qu'est une décision. Car décider ne consiste pas uniquement à choisir. Choisir n'étant peut-être que la partie la plus visible d'une décision. En d'autres termes, la véritable question n'est peut-être pas comment décidons-nous, elle est peut-être d'abord qu'est-ce qui permet à une décision de devenir véritablement structurante. Pour répondre à cette question, nous allons commencer d'abord par déconstruire une illusion, l'illusion de la décision. Lorsque nous parlons de décision, nous pensons spontanément à un acte précis, un moment identifiable dans le temps ou un instant après réflexion où nous choisissons enfin une option parmi plusieurs. Dans cette perspective, la décision est un point de bascule, un avant et un après. Cependant, cette manière de voir les choses devient plus difficile à maintenir lorsque nous observons la réalité de notre vie quotidienne, car nous prenons en permanence des décisions, et pourtant toutes ne transforment pas notre existence de la même manière. Certaines décisions semblent n'avoir que très peu d'effets durables, malgré l'énergie que nous y avons consacrée. D'autres, au contraire, paraissent presque anodines sur le moment, mais finissent par modifier profondément notre trajectoire. Il devient alors difficile de soutenir que la décision en elle-même suffit à expliquer le changement. La décision ne semble pas être à elle seule ce qui transforme une trajectoire. Quelque chose d'autre semble intervenir. Autre chose détermine ce qui, parmi nos décisions, finira par organiser durablement notre vie. Quelque chose qui dépasse le simple fait d'avoir choisi. On pourrait ainsi dire qu'une décision ne produit pas immédiatement ses effets. Elle ne transforme pas une vie au moment précis où elle est prise. Elle commence plutôt un processus parfois lent, parfois invisible, par lequel elle s'inscrit progressivement dans l'organisation de notre existence. Pour le dire en d'autres termes, une décision ne se limite pas à une intention formulée. Elle doit encore trouver sa place dans un ensemble plus large déjà en mouvement. Et c'est précisément à ce niveau que les différences commencent à apparaître. Certaines décisions restent isolées, elles coexistent avec d'autres orientations déjà présentes dans notre vie sans parvenir à les modifier en profondeur. D'autres, en revanche, commencent progressivement à influencer les choix qui suivent, les priorités qui émergent, les comportements qui se répètent. Elles cessent alors d'être de simples événements mentaux. Elles cessent progressivement d'être de simples décisions. Elles deviennent des éléments actifs de l'organisation de notre vie. Maintenant, dans l'épisode précédent, nous avons vu que nous possédions rarement une seule direction intérieure. Plusieurs aspirations coexistent en nous. Nous découvrons maintenant pourquoi cette coexistence rend certaines décisions si difficiles à traduire dans les faits
si difficiles à devenir véritablement structurantes. Nos aspirations sont nombreuses. Nous souhaitons parfois davantage de liberté tout en recherchant davantage de sécurité. Nous désirons construire sur le long terme tout en voulant préserver une disponibilité immédiate pour d'autres possibilités. Nous voulons développer un projet personnel sans renoncer pour autant à certaines habitudes qui appartiennent à une autre manière de vivre. Ces aspirations ne sont pas nécessairement contradictoires, mais elles ne peuvent pas toutes occuper durablement une place centrale. C'est ici précisément que la difficulté apparaît. Une décision ne se déploie jamais dans un espace vide. Elle s'insère toujours dans une organisation déjà existante. Une organisation composée d'habitudes, d'engagements, de priorités, de relations et d'autres directions déjà actives dans notre vie. Elle entre donc toujours en relation avec d'autres directions déjà présentes. Des aspirations anciennes, des habitudes installées, des engagements déjà pris, des manières de vivre qui se sont consolidées au fil du temps. Ainsi, même lorsqu'une nouvelle décision apparaît, elle ne remplace pas immédiatement les autres. Elle vient s'ajouter à un ensemble déjà structuré. Et cet ensemble continue de fonctionner, parfois en accord avec la nouvelle décision, parfois en tension avec elle, parfois sans changement véritable. C'est dans cette coexistence que la difficulté prend forme, car rien ne garantit qu'une décision, même claire, parvienne à modifier l'ensemble dans lequel elle s'insère. Elle peut exister sans transformer, elle peut être affirmée sans s'imposer, elle peut être pensée sans devenir structurante. Autrement dit, décider ne suffit pas toujours à organiser. Nous croyons avoir pris une décision alors que plusieurs directions continuent à revendiquer simultanément le rôle de principe organisateur dans notre existence. La décision existe, mais elle demeure une orientation parmi beaucoup d'autres. Aucune d'entre ces orientations ne parvient à produire une convergence suffisamment stable pour réorganiser durablement notre trajectoire. Et c'est peut-être là que se situe le point essentiel. Cela nous fait dire à ce stade que l'indécision n'est donc pas toujours l'absence de choix. Elle est souvent l'absence d'un principe organisateur capable de hiérarchiser durablement plusieurs directions déjà présentes. L'indécision n'est donc pas toujours un manque de décision. Elle est souvent la coexistence prolongée de plusieurs directions qui continuent à réclamer la même importance. Dès lors, le problème n'est pas qu'il y ait plusieurs directions. C'est normal, elles sont normales et même souvent souhaitables. Le problème, c'est qu'aucune d'entre ces directions n'assume durablement le rôle d'organisateur. Ensuite, lorsque nous observons plus attentivement ce qui se passe dans nos hésitations, une réalité plus subtile va apparaître. Nous allons voir que nous ne sommes pas seulement en train de choisir entre plusieurs options. Nous sommes souvent en train de maintenir ouvertes plusieurs manières possibles de construire notre vie. Chaque direction ne représente pas uniquement une activité, un projet ou une opportunité. Elle engage vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Elle engage une manière d'habiter le temps, une manière de nous projeter, une manière de nous définir. Chaque direction va porter en elle, va porter avec elle une promesse différente de ce que notre vie pourrait devenir, une promesse différente de ce que nous-mêmes nous pourrions devenir. C'est la raison pour laquelle certaines décisions sont si difficiles à trancher.
Ce n'est pas uniquement parce que les options sont proches en valeur ou en intérêt, c'est parce qu'elles portent des formes de vie différentes, des expressions possibles de nous-mêmes. Ainsi, renoncer à une direction ne signifie pas seulement perdre une opportunité, cela signifie d'une certaine manière devoir laisser de côté une identité possible. Et tant que cette dimension reste active, la décision ne peut pas être vécue comme un simple arbitrage technique. Elle devient une forme de bascule intérieure. Et c'est ici que se comprend une résistance plus profonde, celle que nous aimerions parfois avancer sans avoir à diminuer la place des autres directions. Nous aimerions que tout puisse continuer à exister avec la même intensité. Et c'est ainsi que ce que nous cherchons parfois à préserver n'est pas seulement une possibilité. Ce que nous cherchons parfois à préserver en continuant à alimenter plusieurs directions possibles, ce n'est pas seulement des possibilités. Nous cherchons à préserver plusieurs futurs possibles de nous-mêmes, comme si notre vie pouvait rester ouverte à plusieurs trajectoires simultanées sans coûter réellement quoi que ce soit. Et cette aspiration est tout à fait compréhensible. C'est une tentation profondément humaine. Elle nous donne vraiment le sentiment de préserver notre liberté, mais elle repose sur une hypothèse implicite rarement interrogée. L'idée qu'une vie pourrait durablement être organisée autour de plusieurs directions équivalentes. Or, lorsque nous observons la manière dont une existence se construit dans le temps, une autre dynamique apparaît progressivement. Les directions ne restent pas indéfiniment au même niveau. Certaines prennent de la place, d'autres en perdent. Certaines s'approfondissent, d'autres s'effacent. Et ce mouvement se produit même lorsque nous ne le décidons pas explicitement. En d'autres termes, la coexistence de plusieurs directions n'est pas un état stable, c'est une phase transitoire, une organisation encore indéterminée, et c'est précisément cette indétermination qui rend la décision si délicate, car décider dans un tel contexte ne consiste pas seulement à choisir une direction. Cela revient d'une certaine manière à trancher pour laisser une direction commencer à structurer les autres. Maintenant, que se passe-t-il lorsque nous avons une vie sans direction structurante? Eh bien, lorsque plusieurs directions continuent à coexister sans qu'aucune ne devienne véritablement structurante, un phénomène particulier va apparaître progressivement. La vie continue, néanmoins, elle ne converge pas. Les décisions s'accumulent sans former une ligne claire. Les intentions évoluent sans se stabiliser. Les projets vont apparaître puis s'estomper sans toujours trouver de continuité. L'énergie va se disperser et les engagements vont perdre petit à petit de leur cohérence. Il apparaît alors une impression assez étrange, celle d'être actif sans véritable construction. Nous avançons, nous agissons, pourtant notre trajectoire ne semble pas gagner en cohérence. Non pas parce qu'il ne se passe rien, non pas parce que nous manquerions de volonté, mais juste parce que ce qui se passe ne s'articule pas autour d'un principe suffisamment stable pour organiser l'ensemble. Ainsi, chaque décision prise isolément semble cohérente. Chaque choix pris individuellement peut même paraître pertinent, mais l'ensemble ne produit pas de convergence. Il ne dessine pas de trajectoire unifiée. Il reste une juxtaposition de mouvements plutôt qu'une orientation. Le résultat peut alors se traduire en une absence de satisfaction substantielle, une vie sans épanouissement réel. Et c'est ici qu'un point important apparaît. Car dans une telle configuration,
La difficulté à décider n'est plus seulement un problème ponctuel. Elle devient une conséquence logique de l'organisation interne de la vie elle-même. Et donc, tant qu'aucune direction ne prend une place suffisamment structurante, chaque nouvelle décision va entrer en concurrence avec des directions déjà actives. Aucune ne peut s'imposer comme référence stable, aucune ne peut organiser durablement les autres, et c'est précisément pour cette raison que les décisions semblent parfois inefficaces, même lorsqu'elles sont claires. Ce n'est pas leur contenu qui est en cause, c'est leur capacité à s'inscrire dans une organisation cohérente qui leur manque. Autrement dit, ce n'est pas la décision qui échoue, c'est l'absence de structure qui empêche la décision de produire ses effets. Il serait pourtant inexact de penser qu'en l'absence de décision claire, il ne se passe rien, car une vie ne reste jamais sans organisation. Même lorsque nous avons le sentiment de ne pas avancer, certaines dynamiques continuent à s'installer. Des habitudes continuent de se renforcer, des priorités implicites continuent d'émerger, du temps continue à être consacré à certaines activités plutôt qu'à d'autres, et progressivement une forme d'organisation va se mettre en place. Une organisation qui se fait malgré nous. Mais cette organisation ne suit pas nécessairement une direction consciemment assumée, une direction qui correspond à ce qui nous rend heureux. Elle résulte plutôt de la coexistence de multiples influences, parfois cohérentes, parfois contradictoires. Par conséquent, l'absence de hiérarchisation explicite ne suspend pas l'organisation. Elle la rend simplement moins lisible, moins stable, moins alignée avec ce que nous croyons vouloir construire. C'est en ce sens que la question de la décision dépasse largement le moment du choix. Elle touche vraiment à la manière dont une vie va s'organiser dans le temps, qu'on le veuille ou non. À ce stade, une distinction importante peut être maintenant formulée, à savoir, toutes les décisions ne produisent pas le même type d'effet. Certaines restent isolées, elles existent comme des choix ponctuels sans modifier en profondeur l'organisation de la vie dans laquelle elles s'inscrivent. D'autres, en revanche, commencent progressivement à jouer un rôle différent. Elles ne se contentent plus d'exister comme juste des décisions. Elles deviennent des points d'appui autour desquels d'autres éléments commencent à s'ordonner. Autrement dit, elles ne restent pas au niveau du choix. Elles commencent à influencer la structure dans laquelle ce choix va prendre place. Une décision devient alors structurante non pas parce qu'elle est plus importante en soi, mais parce qu'elle commence à modifier les relations entre les différentes directions déjà présentes. Les priorités se réajustent, les engagements évoluent, les comportements s'alignent progressivement, et peu à peu, un phénomène apparaît. Une direction commence à organiser les autres. Il ne s'agit pas d'un basculement brutal, mais d'un processus lent, parfois imperceptible, par lequel une orientation prend progressivement une place centrale dans l'ensemble de l'organisation d'une vie. À partir de ce moment-là, la décision cesse d'être un événement isolé. Elle cesse d'être un simple choix mental. Elle devient alors un principe actif, un principe organisateur, un élément structurant, une référence autour de laquelle les autres éléments commencent à se réorganiser. C'est précisément cela qui explique la différence entre une décision qui transforme une vie et une décision qui reste sans effet durable. La première ne se contente pas d'être prise, elle s'installe, elle modifie progressivement la structure dans laquelle elle existe. Et c'est cette modification, plus que le choix initial, qui produit la transformation observable. Et lorsque ce processus se met en place, une forme d'organisation apparaît
naturellement. Certaines directions prennent davantage de place, d'autres en occupent moins, certaines deviennent centrales, d'autres deviennent secondaires. Une hiérarchie s'installe graduellement, non pas comme une décision explicite, mais comme le résultat d'un ensemble de réajustements successifs. Une hiérarchie qui émerge sans être toujours nommée. Et entre parenthèses, c'est cela qui fait que certaines personnes que vous allez voir ont une clarté indéniable dans leur vie, parce qu'une hiérarchie a pu s'installer progressivement dans leur vie et a organisé l'ensemble des directions qui étaient actives dans leur vie. Il est maintenant important de noter que ce phénomène ne dépend pas uniquement de notre volonté consciente. Il se produit dans presque toutes les vies, d'une manière ou d'une autre. La question n'est donc pas de savoir s'il existe ou non une hiérarchie, puisqu'elle existe de toute façon. La question est de savoir si cette hiérarchie est claire, assumée et cohérente, ou si elle se construit d'une manière diffuse, sans véritable lisibilité. Donc nous cherchons à conserver plusieurs directions ouvertes. Or, nous nous rendons compte maintenant que toute organisation durable finit toujours par produire une hiérarchie. Nous pensions qu'une décision transforme une vie parce qu'elle exprime une préférence. Nous découvrons qu'en réalité, elle devient véritablement transformatrice lorsqu'elle commence à organiser progressivement l'ensemble de notre existence. Nous pensions que le problème était peut-être de trouver la bonne décision. Nous découvrons maintenant que le problème est de comprendre pourquoi plusieurs directions continuent à occuper simultanément une place centrale dans notre vie. Tant que cette hiérarchie n'émerge pas, aucune décision ne peut durablement produire la convergence que nous recherchons. C'est ici que la compréhension de la décision change profondément de nature. Nous cessons de la voir comme un événement isolé. Nous cessons de la voir comme un moment isolé. Nous commençons à la comprendre comme un processus d'organisation progressive de notre trajectoire. Si nous reprenons l'ensemble de ce qui précède, un déplacement de regard devient possible. Nous avions tendance à penser la décision comme un acte isolé, un moment où nous choisissions enfin une direction parmi plusieurs possibles. Nous interprétons alors notre difficulté à décider comme une faiblesse personnelle. Mais lorsque l'on observe plus attentivement la manière dont une vie se déploie dans le temps, cette définition apparaît incomplète. Nous comprenons alors que la difficulté à décider ne relève pas uniquement d'un problème personnel. Elle révèle un mécanisme beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'une décision ne produit pas ses effets uniquement parce qu'elle est prise, elle produit ses effets lorsqu'elle commence à transformer l'organisation globale dans laquelle elle s'inscrit. Autrement dit, une décision ne change pas une vie parce qu'elle introduit une nouveauté. Elle change une vie parce qu'elle modifie progressivement la structure des relations entre les différentes directions déjà présentes. C'est à ce niveau même que quelque chose devient visible, à savoir, une vie ne se construit pas autour d'un ensemble de décisions indépendantes. Elle s'organise autour de directions qui n'ont pas toutes la même place. Certaines deviennent centrales, d'autres deviennent secondaires, et cette différenciation ne relève pas uniquement d'un choix explicite. Elle émerge progressivement à travers une série de réajustements, d'attention, d'engagement et de répétition. C'est en ce sens que toute vie s'organise, même lorsqu'elle ne semble pas dirigée consciemment. Il n'existe pas de neutralité durable dans l'organisation d'une existence. Il existe toujours une forme de structuration explicite ou implicite, cohérente ou dispersée. La question n'est donc plus de savoir si une organisation existe. Elle existe toujours.
La question est de comprendre comment cette organisation se forme, selon quelle logique elle se stabilise et si elle est cohérente avec la trajectoire que nous souhaitons réellement voir émerger. Dès lors, la question de la décision se déplace. En d'autres termes, la décision ne doit plus être comprise uniquement comme un choix. Elle doit être envisagée comme un moment où une direction commence à structurer l'ensemble dans lequel elle s'inscrit. Elle ne consiste plus seulement à savoir ce que nous choisissons, elle consiste à comprendre selon quelle organisation ce choix va pouvoir ou non devenir structurant. Et ce n'est qu'à partir de là que la question de la décision devient vraiment organisatrice dans notre vie et qu'elle a un impact dans notre vie. Cette compréhension ouvre naturellement de nouvelles interrogations. Si toute vie s'organise déjà même en l'absence de décision claire, si toute décision ne devient réellement transformatrice qu'à partir du moment où elle modifie cette organisation, qu'est-ce qui alors organise cette organisation? Autrement dit, qu'est-ce qui détermine le centre de gravité autour duquel une trajectoire se structure? Et surtout, pouvons-nous apprendre à exercer une influence plus consciente sur cette organisation? Nous tenterons de répondre à ces questions dans le prochain épisode. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Si certaines situations évoquées vous parlent personnellement, vous pouvez les partager en commentaire, bien sûr. De plus, si certains sujets autour de ces questions de trajectoire et de décision vous intéressent particulièrement, je vous invite vraiment à les partager en commentaire. Nous en tiendrons compte pour les futures vidéos. Enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certains aspects de votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les publications à venir. Je vous retrouve donc au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.